Alors donc, maintenant, nous avons quand même reconnu qu'il y a deux types de séquences dans la formation. Il y a ce que nous appelons, nous, la formation continue, qui est le bouche à oreille, qui est l'utilisation des yeux dans le passage qu'on fait chez son frère, chez sa sœur, qui est la vraie formation, parce que tout simplement, c'est essayer d'apprendre un plus par rapport à ce qu'on sait. Et donc, cela a été la plus grande partie de ce que nous avons considéré la formation à travers les échanges. Et comme nous sommes des groupes humains qui bougent beaucoup, pour les mariages, les baptêmes, les fêtes religieuses, chaque mouvement est accompagné d'un apprentissage. Parce que notre système est un système de diffusion permanente. Quand un paysan réussit quelque chose, sa réussite ne lui donne plaisir que quand il partage cela avec un autre. Donc la première des choses quand vous vous rencontrez après les parties officielles, c'est de dire, mais tiens, tu sais ce qui s'est passé cette année chez moi? Tout de suite, il met à ta disposition ce qu'il a fait. Comment il l'a fait. Il ne demande pas que tu lui demandes, c'est automatique. Et ça fait partie de la culture de formation des paysans du monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique. Le paysan n'est content que quand ce qu'il a réussi, il le partage avec une autre personne ou bien son groupe. Et là, gratuitement, il n'y a pas besoin, on ne lui demande pas. Parce que pour lui, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'augmentation de sa productivité qui lui fait plaisir, mais le fait qu'il a réussi quelque chose qui a été partagé avec d'autres et qui est en train de faire son bout de chemin. Alors donc, c'est cette partie qui est la plus importante et qui a donné le plus de résultats. Après qu'il y a eu plusieurs noms, chantier, école, visite, etc., jusqu'à ce que la Banque mondiale a fondé son programme de vulgarisation sur ça, en disant prenez des paysans, allez les faire visiter des paysans, et puis vous allez voir que ça va aller. Vous voyez, alors que ça fait partie de l'identité et de la culture paysanne du monde entier. Et ce qui a été pratiquement combattu pour après y revenir. Parce que on nous réunissait pour nous essayer, pour penser, nous apprendre des choses que nous on a dépassées. Alors, on a mis également, avec les nouveaux États, des lois pour dire que les semences d'un pays ne peuvent pas aller dans un autre pays. Si ça ne passe pas par la quarantaine de l'institution de recherche. Comment vous pouvez faire la quarantaine quand moi je mets mes 500 grammes de semences dans ma poche, je circule, je vais dans mon village, je sais comment quelqu'un peut rentrer dans ça. Alors, heureusement, après avoir compris qu'ils ne peuvent pas appliquer cette loi, ils viennent de faire une loi régionale pour dire que quand une semence est certifiée dans un pays, il peut circuler partout. Voilà. Donc, vous voyez, alors, donc, si nous parlons de formation chez nous, c'est d'abord cette partie d'échange volontaire, gratuit et bénévole. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui poses la question. On te met gratuitement à la disposition une innovation, quelque chose qui a marché, qui a donné des résultats. Et 80% de ce qui nous a donné des succès, c'est à partir de là. L'autre élément toujours dans ce système de formation à travers nos vies, c'est également des visites que nous faisons. Parce que nous avons appris que dans tel endroit, ils ont réussi à lutter contre le sel. Et ça, ce n'est pas dans le cadre de l'encadrement technique institutionnel. C'est les informations qui font que les gens organisent eux-mêmes ces visites. Et donc,
la partie formation pour nous, c'est cela. Et les résultats sont automatiques. Parce que la personne qui a donné la nouvelle, elle n'a pas fini. Elle va continuer pour nous demander si vous avez fait ce qu'on avait discuté l'année dernière, qu'est-ce que ça a donné? Donc il y a tout ce travail à qui on a donné des noms, suivi, auto-évaluation, évaluation. Mais tout cela se faisait naturellement parce qu'on pense, et les gens avaient compris que c'est quelque chose qui a marché chez moi, il n'est pas obligatoire que ça marche chez lui. Et c'est pourquoi on suivait. Donc on sait que moi je suis content d'avoir proposé ma méthode ou ma technique ou ma séance, mais je sais que ce n'est pas évident que les résultats soient les mêmes. Et donc c'est pourquoi ensemble on s'intéresse tous à cela. Nous tous qui avons écouté ou qui avons bénéficié de cela. Et nous disons 1 an après, 2 ans, mais notre affaire là, ça en est où? Alors c'est là où on découvre que ça a bien donné là, que ça a moins donné ici, que ça a même été un échec là, et ça devient donc notre fiche technique. Parce qu'on l'a expérimenté directement. Après, quand une fois la nouvelle sort ailleurs, on va dire attention, si tu es dans telle zone, c'est pas la peine. Donc on se forme entre nous et on est formateur entre nous. Et tout cela d'une manière très naturelle, qui n'est prescrite nulle part et qui n'est écrit nulle part. C'est ça la base de ce que nous on a appelé l'auto-formation et le partage des savoirs et des avoirs. Et pour aller plus loin, dans ce système de formation, nous avons couplé le système de partage des avoirs. Et tout cela dans la forme la plus naturelle. Le partage des avoirs, c'est quoi? C'est le capital. Alors, j'ai 4 chèvres, je prête une chèvre à mon ami ou à ma soeur, ou je ne sais pas, à une personne. Sur le principe que la première mise bas, tu me le donnes, la deuxième mise bas, c'est pour toi, etc. Et donc, vous voyez bien comment, à travers cette volontariat de partage de savoir, on a aussi ajouté le partage de l'avoir, qui continue aujourd'hui de se développer dans le Sahel, que je connais le mieux. Et il y a des gens qui ont aujourd'hui des vaches grâce à cela, des chèvres grâce à cela, des moutons et même des chevaux. Parce que quand on te donne une jument, les 2 misbahs appartiennent au propriétaire, et après, 3e misbah appartient à l'autre. Alors, pourquoi je mets le lien entre le système de formation et le système de l'avoir? Parce que nous savons que la fumure organique est importante et que si mon frère ou la famille d'à côté n'a pas de chèvre, n'a pas de mouton, ça ne marche pas. Et également, le moyen de transport est important, ce qui fait qu'on prête des ânesses, etc., etc. Et tous des femelles. Donc voilà un peu la conception millénaire sur la formation. Et donc aussi, vous entendez souvent, dans le milieu de la fonction du CNCR ou du ROPA, le partage des savoirs, des avoirs et des savoir-faire, ce sont des réalités qui sont historiquement connues et qui continuent de nous renforcer. Et donc, c'est ça qui fait que nous devrions comprendre que la formation, nous ne l'entendons pas uniquement comme un système top-down qui vient de quelque part et qu'on nous a imposé, qu'on a pris à prendre avec nous, parce que nous savons également que nos systèmes ne sont pas capables de régler tout. Donc nous sommes ouverts aussi aux échanges avec d'autres, jusqu'avec des paysans européens, américains, asiatiques. Quand nous avons été à travers l'IRED en Asie, on a amené des semences. Les paysans du Sahel, on a amené des semences dans nos sacs. Hein? Ce qu'ils appelaient l'arbre à miracle, nous avons amené ça. Hein? Donc c'est une plante qui produit qui est de la nourriture pour les animaux. Alors donc vous voyez que nous ne sommes pas enfermés sur nos savoir-faire uniquement, nous sommes ouverts. Et donc avec l'évolution de nos organisations, nous nous sommes engagés au partenariat avec les institutions de recherche. Parce que c'est eux seuls qui venaient nous voir pour nous dire, bon, ça on l'a testé, c'est bon, prenez. Alors nous,
a dit, mais attendez, nous on a des besoins que vous ignorez complètement. Alors, parce que nos semences traditionnelles sont en train de disparaître, et chaque fois que vous nous parlez de banque de semences, ce sont vos propres semences. Mais nous, où sont nos semences qui sont en train de disparaître? Et c'est vrai qu'avec la sécheresse, avec le changement climatique, nous avons été confrontés à un problème. Parce que nous, nos semences traditionnelles, c'était 6 mois, 4 mois. Et aujourd'hui, au Sahel, nous avons maximum 3 mois de pluie. Donc, il y a eu un effort du gouvernement à travers les instituts de recherche pour nous amener ce qu'on appelle des semences hâtives. Mais, ce que nous avons demandé, c'est de prendre nos semences de 6 mois, 4 mois, pour en faire des semences qui peuvent faire 3 mois. Parce que les gènes sont de chez nous. Il est plus facile de les sauvegarder parce que, comme on a fait une réussite avec le riz Nerica, qui est tout simplement un riz qui est composé des valeurs d'une partie de l'Asie et de l'Afrique. Alors c'est ce que nous, on a toujours demandé aux chercheurs. On a dit continuer de fouiller dans nos bases pour pouvoir nous donner. Il ne faut pas que nos semences disparaissent parce que ça fait partie de notre identité. Les semences, chaque région, en fonction de son climat, de son écologie, a des semences pour ça. Et donc, nous avons aussi travaillé. Aujourd'hui, nous sommes en relation directe avec, dans tous les pays, les institutions nationales de recherche, qui nous donnent, avec qui nous travaillons. Ils préparent des prébases, nous faisons la démultiplication et à travers cela, nous leur disons ce qui ne va pas et nous avançons ensemble. Alors, l'autre élément dans la formation, c'est que ceux qui venaient nous voir pour nous former, ils nous amenaient des systèmes non seulement verticaux, mais également par filière. Donc, quand on parle du coton, on ne parle pas d'autre chose. Quand on parle de l'arachide, on ne parle pas d'autre chose. Alors donc, tu as une séquence arachide, une semaine après, tu as une séquence Souna, etc. Bon, donc, alors que nous, on était dans une dynamique de culture associée. Et c'est que l'association des cultures nous amenait, et ils nous ont dit, faites une seule culture, mais ils sont allés chercher l'engrais pour compléter. Parce que l'arachide donne de l'azote, qui est utile pour le sorgho. Et nous, on mettait l'arachide et le sorgho dans le champ. Donc, en ce moment, il y a un équilibre. Le haricot, c'est une plante qui est beaucoup attaquée. Mais quand je l'associe au sorgho, j'ai fait un traitement, ou presque pas. Mais, évidemment, pour le faire, je ne peux pas utiliser le semoir. Il faut que je le fasse à la main. Mais la productivité, également, est plus élevée que quand je prends seulement une plante que je sème. Et donc, voilà un peu des choses qui ont fait que la comparaison de ce qu'ils nous proposent et de ce que nous vivons nous permet de faire des équilibres et de nous réorienter. Sans pouvoir, sans les attaquer. Évidemment, ils se rendent compte et que nous sommes dans les deux. Ce qu'ils nous ont dit, ils trouvent des champs où il y a une culture, ils voient aussi des champs où il y a la culture associée. Et après, ils sont revenus pour nous dire, quand il y a eu des attaques persistantes, ils nous ont dit, il faut trouver des mouches ou des insectes qu'il faut mettre dans vos champs pour tuer ces maladies. Mais on a dit, mais c'est pourquoi nous on faisait ça? Parce que cette association, c'était des choses qui venaient de plusieurs plantes et qui se complétaient. Et vous avez trouvé que ça faisait une baisse de productivité. Alors donc petit à petit, nous nous comprenions avec nos amis de la recherche. Et surtout, la baisse des productivités au niveau mondial, parce que le modèle qui faisait qu'on ne pouvait pas négocier avec eux, c'était le modèle des grandes cultures. Et quand petit à petit, la limite de ces grandes cultures est sortie comment on appelle, du secret, parce que c'était d'abord un secret, tout le monde ne le savait pas. Quand petit à petit, on a commencé à voir que les rendements, on était arrivé au bout, c'est dit qu'un on n'arrive plus à les dépasser, que le coût de production, il augmentait, parce que le coût du pétrole augmente, etc. etc. Donc si le rendement ne bouge pas et que le coût de production augmente, donc en un mot, ça revient chez moi où le coût de production n'était pas important, mais le rendement aussi n'était pas important. Et jusqu'à ce que nous sommes allés à faire la comparaison.
Donc notre association Europa a demandé au Club du Sahel, qui est le club des amis du Sahel, de faire une étude comparative entre l'agriculture familiale et la grande agriculture. Et cette institution qui a fait le travail, c'est UIED à Londres. Quand il a sorti son rapport, il a dit, d'abord, nos systèmes de production sont plus efficaces en face des crises, parce que nous sommes des petits dispersés, donc on échappe. Alors que lui, c'est 300 ou 1000 hectares d'un coup, donc s'il y a une crise, ça casse tout. Deuxièmement, le coût de production. Si on compare coût-résultat, nous sommes plus productifs qu'eux. Parce que quand ils ont calculé tous leurs coûts, alors que nous, on a moins de coûts, ils ont vu que les 10 quintaux qu'ils gagnent, moi qui gagne un quintal, je produis plus que lui. Donc ce n'est plus nous qui avons parlé. Parce que nous, on a toujours dit que ça, c'est vrai. Mais nous sommes des paysans. Et un paysan, ce qu'il dit n'est rien. Mais quand c'est une institution, surtout de Londres, c'est un peu plus sérieux. Et donc, quand ce document est sorti, on a commencé à rediscuter. Et donc, on a dit, vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous ici, quand il y a eu la grande sécheresse au Sahel en 1973, on a eu des documents très sérieux qui ont prédit la disparition du Sahel. Très sérieux, des scientifiques qui ont dit, avec ce qui se passe, dans quelques années, bon, cette partie-là, il faut l'oublier. Non seulement elle est là, on ne fait plus d'enfants et on produit plus. Bon, peut-être que c'est une erreur de calcul, mais ça peut arriver aussi. Alors donc, c'est pour dire que les choses ne sont pas si faciles. Parce que dans le système de la recherche ou bien des évaluations sur les types de formation, on ne prend pas en compte la partie que moi j'ai expliquée. C'est-à-dire cette formation globale qui touche tout le monde et qui est permanente, qui fait que nous apprenons les uns des autres nos échecs, nos réussites, et qui fait le socle de l'agriculture familiale. Elle n'est pas évaluée. On regarde seulement les systèmes de formation classiques. Et c'est ça qu'on évalue. Donc on passe à côté, parce que la grande formation, elle est laissée en rade dans le suivi des formations. Ou bien on dit oui, c'est marginal. Alors que c'est la plus importante, et c'est elle qui donne le plus d'expérience. Et alors, donc voilà. Et maintenant, par rapport à la deuxième partie qui est la formation classique. Nous ne la rejetons pas et nous pensons qu'elle est utile. Elle est utile par rapport aux situations évolutives. Comme je viens de le dire, nous on avait des semences de 6 mois et de 4 mois. Quand la sécheresse est arrivée, on ne pouvait plus les utiliser. Donc, il y avait une nécessité d'apprendre autre chose qu'on ne savait pas. Ça ne faisait pas partie de notre programmation ni de notre savoir-faire. Alors donc, notre attachement à la partie des champs des savoir-faire ne nous a pas aveuglés jusqu'à refuser ou abandonner les apports extérieurs. Nous savons bien que si aujourd'hui il n'y avait pas des semences hâtives, notre agriculture allait disparaître. Et donc on a fait des apprentissages sur cela. Et c'est pourquoi nous avons eu un engouement pour apprendre ça. Également, le compostage. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Nous, on connaissait de mettre la fumure organique dans nos champs. Donc on prend ce qu'il y a. Et puis... Alors, maintenant, le fait de mélanger ce fumier avec de la paille, avec autre chose, ça, ce n'était pas quelque chose de culturel chez nous. Et donc, on a appris ça. Et on a vu que c'était très important. C'est donc, c'est quelque chose qu'on a appris. Et également, on avait des repères sur les campagnes agricoles. Alors, par les étoiles, par la circulation du vent. Et donc, après un certain moment, on a pensé que s'approcher de la météo n'était pas une mauvaise chose, sans qu'on abandonne ce qu'on savait nous-mêmes, des signes. Donc, il y a eu aussi des formations qu'on a demandées avec les agents de la météo, parce que pour l'utilisation de nos semences, savoir à peu près, bon, ce n'est jamais 100%, mais une idée que la semaine prochaine il va pleuvoir ou pas, ce n'est pas quelque chose de mauvais à savoir.
Alors, également, dans le compte d'exploitation. Dans la majorité des paysans, traditionnellement, jusqu'à maintenant, beaucoup ne s'intéressent pas au compte d'exploitation. Ils produisent, ils vendent, ils mangent, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas ce souci de dire, est-ce que mon affaire, c'est rentable dans le sens de l'investissement ou pas. Alors, on voit, ce qui nous intéresse souvent, c'est de dire le grenier est rempli. On a à manger jusqu'à l'année prochaine. Bon, là, on est tranquille. Alors, si ce n'est pas rempli, il y a problème. Mais de voir l'ensemble des coûts et de le comparer à ce qu'on a gagné, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos affaires. Et là aussi, on s'y est mis. Et on a dit que c'était important. Que c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de nous réorienter un peu, de laisser les choses, d'ajouter des choses, etc. Ça, c'est des choses importantes. Alors, également, dans notre vie de tous les jours, on ne mettait pas un accent sur qu'est-ce qui va se passer après que moi j'ai vendu mes 10 sacs ou mes 5 sacs. Ça ne m'intéressait pas. Celui à qui j'ai vendu, qu'est-ce qu'il va gagner ou perdre, ça n'était pas mon problème. Donc également, avec le temps, nous avons aussi dit, il faut qu'on regarde bien ce que nous gagnons. Est-ce que c'est seulement ça qu'on peut gagner ou bien on peut gagner plus? Ça aussi, nous avons commencé à y réfléchir. Et ça également, évidemment lié au compte d'exploitation, on est rentré dans un système de dire, il faut quand même qu'on diminue les dépenses et qu'on augmente ce qu'on peut gagner. Nous sommes rentrés dans le processus de l'achat groupé et de la vente groupée qui a besoin d'un système de formation parce que c'est une chaîne. On ne peut pas le prendre seulement à un bout. Donc c'est pour dire que malgré tout notre intérêt à sauvegarder nos savoirs et nos savoir-faire, nous sommes aussi ouverts et engagés. Mais à la différence des autres, nous disons nous devrions être dans la préparation du contenu. Nous devrions être des demandeurs, donc on ne veut plus qu'on nous envoie des missiles. Nous voudrions qu'on nous donne le temps d'apprécier une demande, de dire ça vraiment, c'est important, et de choisir les personnes ou les groupes à qui nous faisons confiance pour travailler sur ça. Donc c'est ça qui a été le travail le plus pénible pendant les 40 ans de l'existence du mouvement. Alors donc nous avons évolué à partir des savoir-faire purs et durs vers une ouverture sur d'autres choses que nous on ne sait pas et qui nous manquent. Et également on a dit cela est bien mais on ne peut pas le laisser totalement avec les autres. Donc nous devons être dans le processus de préparation de la demande, de la négociation de la faisabilité de la demande, et également que dans la mise en œuvre du processus de la formation, on puisse avoir des gens de chez nous qui pourront aussi le faire après. Alors donc voilà un peu ce qui a amené ce principe de formateurs paysans, commandités par leur groupe, pour qu'après ils puissent continuer. Parce que nous ne voulons pas toujours appeler, surtout ce sont des gens qu'il faut payer. Et voilà donc comment moi je peux partager avec vous ce projet de ce qu'on appelle la formation paysanne, qui est permanente, qui ne s'arrête pas. Parce que la vie du paysan qui est liée à la nature, et que comme la nature est en perpétuelle évolution, évidemment, la vie c'est aussi un perpétuel problème, recherche de solutions, évolution, amélioration, orientation, etc. Donc aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, et d'ailleurs la principale organisation des paysans du Sénégal qui s'appelle la Vox est née et continue de travailler sur la formation paysanne. Mais cette formation, c'est cette histoire que je viens de vous raconter, qui est partie donc de ce qui est nos réalités, et également de regarder bien dans ce que nous sommes, parce qu'on ne peut pas sauter sur la formation uniquement. Donc ce que nous voulons, c'est d'éviter que la formation soit l'élément le plus important de notre vie. Nous voulons seulement qu'il occupe la place qu'une formation doit occuper. Et que
tout ce qu'on fait en matière de formation doit nous conduire à réaliser nos objectifs finaux, c'est-à-dire être nous-mêmes dans la maîtrise de nos projets de société. Et dans cette maîtrise, un élément fondamental, c'est la souveraineté alimentaire. Comment continuer de produire ce que nous allons amener dans nos cuisines, que nous allons transformer pour nous nourrir. Parce que c'est l'enjeu du futur. Si tout le monde commence à dire que nous serons 9 milliards, et que le système de production a stagné dans la grande partie où il y avait la grande production en Occident, qu'en Chine et en Inde, 40% des paysans quittent les champs, que le climat est en train de faire le reste, se nourrir deviendra dans les 20-30 prochaines années l'élément le plus important de la vie. C'est-à-dire on revient au début de la vie. Ce ne serait plus des belles voitures, ce ne serait plus des computers, ce serait comment nous alimenter. Parce que ce serait dans une situation de rareté, l'eau, le sol et les bras. Et que les machines ne peuvent pas remplacer tout ça. Donc la formation paysanne doit être en lien avec tout cela. Pour dire que tout ce que nous allons poser comme jalon doit nous amener à avoir une maîtrise de ce que nous appelons nous nos ventes. Parce que c'est quand même un instrument qui fournit l'énergie au corps et que c'est cette énergie qui permet au reste de se faire. Donc je pense que je vais m'arrêter ici en espérant que je n'ai pas dit beaucoup de bêtises et que nous pourrions passer maintenant aux échanges. Merci. Merci beaucoup, Maradou.